Un grand merci. On va donc commencer en vif du sujet. Le dernier webinaire qu'on avait effectivement organisé ensemble, c'était sur des missions de DAF externe. Donc, évidemment, tout type de mission, on a vu ensemble, et pour certains qui avaient déjà participé ou pour certains qui ont vu le replay, l'étendue des différentes missions. Aujourd'hui, on va se concentrer sur des missions de mandat de paiement, d'exemption de paiement. Peut-être au sein de vos cabinets, vous faites déjà ce type de mission ou vos clients vous ont demandé ou c'est une stratégie de développer des missions externes. Et avec Anthony Corentin, on va vous parler de tout ça. Avant de commencer, rapide petite présentation. Anthony, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? Complet. Oui, bonjour à tous. Donc Anthony Pérez, moi je suis associé d'un groupe qui s'appelle TGS France, qui est présent sur un axe Lille, Paris, Bordeaux, toute la partie ouest, hein, avec une grosse présence sur les Pays de la Loire. Personnellement, je suis sur Saint-Nazaire et Nantes. Et depuis quelques années maintenant, en fait, je travaille beaucoup plus sur les missions exceptionnelles de type externalisation de direction financière ou accompagnement de nos clients sur des sujets un peu particuliers et notamment ceux dont on va parler aujourd'hui. Corentin? Bonjour à tous. Donc Corentin Rowe, associé chez Winside Finance. On est un cabinet de direction financière externalisée situé à Rennes, mais on intervient, on va dire en présentiel plutôt en Bretagne, mais également en distanciel. Et on est une équipe de un peu plus de 10 personnes désormais. Ok, merci beaucoup, Grégoire. Donc, moi, je travaille évidemment avec Libéo, Libéo qui est une solution de paiement, et on travaille beaucoup avec les cabinets pour aider dans ce type de mission. Et puis, je bosse aussi énormément avec des cabinets pour aider sur ces grands sujets de transformation humaine d'abord, digitale ensuite, et pour accompagner des cabinets dans des nouveaux types de métiers, des nouvelles postures aussi, et travailler ce type de sujet dont on va parler, qui est sur la partie nouvelle mission. Alors, on a découpé le webinaire qui va durer en gros 35-40 minutes. On prendra un peu de temps pour vos différentes questions. Sur effectivement pourquoi et comment on propose ce type de mission à nos clients, à vos clients. On va rappeler le contexte pour bien cerner effectivement l'offre de valeur, pour quel type d'objectif, et puis concrètement comment on fait pour proposer des missions et par exemple, à quelle tarification. Alors, Corentin, sur ces sujets que tu connais aussi bien, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments sur ce type de mission de mandat de paiement et qu'est-ce qu'on entend vraiment par mandat de paiement? Qu'est-ce que ça couvre par rapport au cabinet et qu'est-ce que on doit faire pour proposer ça? Alors, effectivement, les sujets de paiement, c'est un vaste sujet dans l'entreprise, dans un premier temps, qui est on s'aperçoit que on a souvent des problématiques liées à des procédures et des process en lien avec ces flux de décaissement. Euh, je dirais il y a plusieurs approches pardon, pour avoir ou pour prendre le sujet. Je vais développer peut-être dans un premier lieu l'aspect process où il est important de comprendre comment les processus de décaissement, donc là on parle de délégation de paiement, donc de paiement, de décaissement, comment les processus des différents décaissements fonctionnent. Actuellement, vous, experts comptables dans les cabinets sur des missions traditionnelles, vous avez déjà des délégations de paiement. Ça, je pense qu'Anthony pourra commenter cette partie-là. L'idée aussi, c'est de se dire, OK, là, on parle de paiement, on peut aussi parler de paiement fournisseur qui est moins une fonction que l'expert comptable a l'habitude de faire. Euh, L'important, c'est à notre avis, euh, avant de pouvoir proposer une mission de délégation de paiement, c'est de pouvoir comprendre comment ça se passe dans l'entreprise. Anthony, toi qui a fait quand même pas mal de missions aussi de DAF externe, Mm. sur quel je dirais, en termes de philosophie, comment tu places cette mission de mandat de paiement?
Cette mission de mandat de paiement, alors déjà, Corentin m'a tendu la perche. En fait, on se rend pas compte, enfin, on le sait, mais on le fait déjà pour quasiment tous nos clients TPE. Parce que en fait, c'est nous qui déclenchons l'acte de paiement de la TVA, des déclarations sociales, URSSAF, retraite, etc. Depuis maintenant de nombreuses années. Et on a déjà mis en place des process nous, dans nos cabinets pour s'assurer que le client est bien d'accord avec le montant pour lequel on va déclencher le paiement. Donc c'est à la fois quelque chose de très nouveau si on parle de fournisseurs, mais en fait quelque chose qu'on fait déjà et qu'on a pris assez naturellement compte tenu de nos fonctions auprès de nos clients, notamment de tous nos petits clients qui externalisent un certain nombre comment dire, de choses envers nous. Donc en effet, moi je rejoins complètement Corentin. Enfin, nous, on a vraiment toujours approché ça sur les process, parce que ce qui est important, et je pense qu'on y reviendra, notamment dans le cadre de notre responsabilité, c'est bien de s'assurer que tous les paiements que l'on fait sont validés au préalable par le client, même si c'est pas forcément lui qui fait qui déclenche le paiement. Alors justement, Corentin, tu parlais un peu de process tout à l'heure, un petit peu comme en émission de DAF. Il faut évidemment identifier les besoins du client pour ça et la mission. Et toi, comment tu conseilles effectivement pour avoir une approche assez structurée? Alors, dans un premier temps, il faut distinguer si on cible sur les paiements fournisseurs, il faut distinguer, comme on le fait habituellement, principalement les achats, on va dire matière qui suit un cycle industriel, qui peut suivre un cycle industriel, euh, et les achats de frais généraux, qui couvrent plutôt du courant, mais plutôt administratif. Généralement, les deux process sont bien distincts. Si on s'arrête sur ces deux process-là, euh, l- on va dire que l'audit ou le diagnostic de base, c'est déjà de s'assurer qu'il y a des process en place. On se rend compte qu'en fait, peu importe la taille de la structure, on peut se retrouver avec des entreprises qui ont des process soit inexistants, alors c'est rare, mais quand même, soit défaillants, soit très risqués. C'est assez rare de ne pas avoir de ne pas pouvoir être suggestif sur une amélioration de process. Donc déjà, c'est de pouvoir couvrir sur au moins les matières premières et frais généraux, quelles sont les zones de risque et où est-ce que les tâches sont bien délimitées, est-ce que les responsabilités sont claires. Tant qu'on n'a pas nous, experts comptables ou nous, diagnostiqueurs, on va dire, de ce process-là, pu se dire, OK, on est confortable avec le process, il est difficile de pouvoir, on va dire, proposer, à mon avis, la mission au client de délégation de paiement. Donc, ça part en amont, à mon avis, sur un diagnostic de comment je passe une commande, comment elle est transcrite dans les différents outils. Est-ce qu'il y a des process de validation, donc demande d'achat, bon de commande, bon de livraison, quelque chose de très classique et très basique, mais est-ce que ça existe? Est-ce que le standard existe? Est-ce que je peux avoir des problématiques de modification d'informations? Est-ce que tout passe par les systèmes? Donc ça, c'est la première approche. Une fois qu'on a couvert un peu ce diagnostic, une fois qu'on a les idées plus claires sur comment ça se passe dans l'entreprise, on peut soit se dire les process sont satisfaisants et ça tourne comme ça, les risques de fraude et d'erreur sont limités. Et donc, on est assez à l'aise finalement pour se dire ben, on peut être le valideur parce que nous, on a couvert les process là et on sait où on intervient, dans quelle étape du process on intervient. Ou on peut dire on n'est pas très à l'aise avec votre process et il faut lui donner de la robustesse. Est-ce que dans ce que tu dis, je pense que euh, l'un des objectifs d'un chef d'entreprise, c'est quand même d'avoir une boîte qui tourne et d'essayer effectivement de changer peut-être des process un peu archaïques, comme tu le disais, avec des outils peut-être plus modernes, avec une façon de travailler plus moderne, parce que l'une des valeurs demain de la boîte, c'est d'avoir une boîte qui a évolué avec son temps avec des process, avec des outils qui permettent effectivement demain d'avoir une boîte qui tourne mieux. Toi, Anthony, peut-être qu'avec tes clients sur lesquels tu travailles en mission comme ça, in fine, tu fais changer toute l'orga pour la rendre un peu plus innovante, entre guillemets, et donc avec plus de valeur. Alors, il y a une chose qui est sûre, et notamment, on en parlera après des outils.
C'est que nous, on peut pas rester dans des organisations un petit peu bancales ou très manuelles. Alors pourquoi? Parce que, ben, on le sait tous autour de la table, on a beaucoup de mal à recruter. Et si nous, on n'automatise pas un maximum de choses chez le client, si on force pas le client à automatiser un maximum de choses, en fait, on pourra pas réaliser la mission parce qu'en fait, toute la partie administrative va nous retomber dessus. Et pour pallier cette partie administrative, on va être obligé de mettre des bras qu'on n'a pas. Donc, ça veut dire que nous, aujourd'hui, systématiquement, alors c'était pas forcément le cas, parce que j'avais eu l'occasion de le faire dans peut-être il y a 10, 15 ans dans certaines sociétés, et on avait arrêté parce qu'on n'arrivait pas, en fait, à faire face au volume. Et c'était vraiment c'était vraiment compliqué. Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir quand même des outils, notamment des outils décisionnels, qui permettent de fiabiliser un peu les workflows, en fait, de décision, comment dire, sur les validations de factures. D'être sûr qu'elles sont en compta, parce que ça, on sait bien comment c'est dans une entreprise. Hein, la facture, elle arrive jamais au bon endroit, parce qu'elle arrive sur le mail du web marketer, et finalement, ça finit jamais au bon endroit. Deux, s'assurer que les bonnes personnes ont validé. Donc, de toute façon, enfin, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix, si on veut pouvoir proposer ça au client, à s'intéresser au process et aux outils qu'il va utiliser. Et est-ce que quand tu proposes ça, Anthony, ou tu en parles effectivement à tes clients, est-ce que ça pose un problème quand tu, entre guillemets, essaies d'imposer une méthode, ou alors tu sens une réticence, ou alors ça se passe plutôt bien? Ça se passe plutôt bien parce qu'en fait, ça les rassure. Ça les rassure et finalement, souvent, quand ils viennent vers nous sur ces sujets-là, c'est que en fait, c'est souvent des clients qui ont un peu grossi. Alors, ça veut pas dire que c'est des très très grosses entreprises, mais qui ont un peu grossi et qui ont du mal à se structurer, qui se retrouvent des fois relancés par des fournisseurs. Et donc, si c'est des fournisseurs importants, ça peut entraîner des ruptures de matière ou de marchandises ou des choses comme ça parce qu'ils n'ont pas payé, parce que en fait, la facture elle s'est perdue dans l'usine ou je ne sais où. Et donc, la première chose qu'on met en avant, c'est ça les rassure. Et c'est souvent, ça leur permet aussi de faire comprendre à l'ensemble de l'entreprise que le process qui est à respecter a un impact en fait sur chacun d'entre nous. Hein. Si je me disais, si une facture n'est pas payée, c'est la personne qui est dans l'usine qui va pas être approvisionnée. Donc, pas de réticence particulière. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à mettre des sommes folles dans l'organisation. Ouais, c'est clair. Voilà, il faut être pédagogue et ça prend des fois un petit peu de temps. Mais ça les rassure. Justement, en termes de tarification, parce que c'est un sujet qu'on voulait aborder avec vous, en parler ensemble, est-ce que tu as une tarification, est-ce que tu as, une grille de base et puis évidemment tu l'adaptes? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Et puis après, Corentin pourra prendre aussi peut-être la parole là-dessus. Alors, de notre côté, c'est un peu chaud sur la partie tarification. En fait, hein, parce que souvent, c'est des missions qu'on a qui sont accrochées à des missions d'externalisation de direction financière. Et donc sur lesquels on a une tarification à la journée ou au mois, enfin avec une tarification bien particulière. On en avait parlé déjà la dernière fois où on était sur des structures classiques à des facturations. Nous, alors ça peut dépendre en fonction du nombre de jours et de la durée de la mission. Ça peut partir de 800, 900 à beaucoup plus. Ça, on en avait parlé la dernière fois. Et donc, on distingue bien la tarification. Si ça fait partie de notre mission, c'est inclus dans notre temps de travail finalement, hein, qu'on va facturer au temps ou au forfait. Par contre, tout ce qui est outils, généralement, c'est plutôt aux clients de prendre en charge. Et donc là, ça dépend de l'outil qu'ils vont choisir en fait, hein, parce que c'est vraiment des outils internes à l'entreprise. Corentin? Ouais, généralement, ce qui est souvent bien perçu, la valeur perçue par le client, elle est dans la sécurisation. Lorsqu'on parle d'outils, donc sécurisation des paiements, ça parle quand même. Hein. C'est est-ce que je me prémunis contre un risque de fraude ou un risque d'erreur qui peut être très embêtant. Et tout ce qui est ROI, enfin, retour sur investissement, pardon. Actuellement, je passe tant de temps à faire les paiements, des campagnes de paiement. Combien j'en passerai dans le futur? Généralement, c'est parlant. Donc, la première chose à savoir, c'est que c'est a priori ce genre de changement de process ou de sécurisation de process, c'est un axe qui a un fort taux de retour sur investissement. Donc, à vendre au client final, en tout cas, il le comprend bien.
il comprend l'enjeu, il comprend la valeur ajoutée. Pour bien le vendre, à notre avis, il faut pouvoir bien diagnostiquer, comme je le disais au préalable. Et à mon avis, on ne peut pas faire moins de 2, voire 3 jours d'intervention pleine sur ce sujet-là. Donc, c'est plutôt des missions de diagnostic, mais c'est un préalable qui est assez structurant. Après, si on connaît bien l'entreprise, évidemment, tout est envisageable. D'accord. Donc un mini diag et ensuite les suggestions d'outils. Donc ça nécessite une veille évidemment, mais Grégoire, tu es mieux placé pour en parler que moi. Et ensuite, effectivement, je rejoins Anthony dans la mission de la délégation de paiement en tant que telle. Ça fait partie de la mission du DAF. Donc c'est inclus dans la mission et c'est inclus dans le taux journalier. Je pense que ce qui a de la valeur et ce qui est là où les experts comptables peuvent apporter de la valeur à leurs clients, c'est l'amont, la sécurisation et la mise en place de l'outil. Tout ça peut être facturé, même si c'est une mission non récurrente, one shot, etc. Ça a de la valeur. Et ensuite, évidemment, pouvoir prendre la mission de délégation de paiement qui peut être ajoutée à la lettre de mission principale. Alors, Mission principale. vous l'avez dit tous les deux, il y a une notion très forte de sécurité, que ce soit dans les outils ou dans le conseil, puisque pour moi, effectivement, enfin pour nous, je pense que c'est lié. On vous a donné quelques éléments pour indiquer qu'aujourd'hui, la fonction de trésorerie, bah, c'est une fonction vitale dans une entreprise, peu importe son cycle et peu importe effectivement sa taille. Et c'est vrai que pour travailler avec des entreprises et changer un peu les orgas, aujourd'hui, on voit encore beaucoup d'entreprises qui ont été hackées, donc qui ont subi des pertes financières importantes et toute taille de boîte. Et il y en a qui le disent, il y en a qui ne disent pas. Donc effectivement, et c'est effectivement un vrai sujet. Et c'est aussi parce que leur process, je ne parle même pas au niveau techno, mais même au niveau humain, quand Anthony dit la facture arrive sur le web du webmaster. Et c'est vrai que le fait de ne pas être organisé, c'est l'une des principales sources euh, je dirais, de problèmes et qui ne sécurise pas effectivement l'ensemble de la mission. Donc, il faut insister, je pense, beaucoup là-dessus, que toutes les entreprises, je dirais, sont confrontées à cela, de la grosse à la petite, puisque les grosses sont structurées de manière très forte avec des systèmes maintenant très puissants. Ils ont investi beaucoup d'argent dans la sécurité et dans les process, ce qui n'est pas le cas, évidemment, vous connaissez chez vos clients avec des tailles beaucoup plus petites. Donc, c'est un sujet, effectivement, qu'on a tendance souvent à minimiser, parfois à mettre sous le tapis parce que on a honte de dire à son cabinet qu'on s'est fait voler 10 000 balles parce qu'on s'est gouré de virement ou qu'on a payé deux fois les factures. Vous savez que ça existe, vous avez la traçabilité. Et donc, effectivement, ça rassure énormément. Euh, Aujourd'hui, on a parlé un peu, enfin, on n'a pas assez parlé, puisqu'on va parler un peu maintenant d'approche relationnelle. Comment effectivement vendre ses missions, pour quel objectif et quelle est la proposition de valeur, en gros, quelle est la vision que vous apportez à vos clients. Corentin, est-ce que tu veux nous en dire un mot là-dessus? Ouais. Alors, en effet, le cycle fournisseur jusqu'au paiement couvre de de très nombreux enjeux significatifs. Qui sont indiqués sur les slides, et notamment pilotage de la trésorerie, organisation du cycle fournisseur, facture électronique. Je vais m'arrêter d'abord sur le pilotage de la trésorerie. On se rend compte que chez de nombreux clients, euh, peut-être en difficulté de trésorerie. Généralement, quand on nous appelle, c'est une des raisons pour lesquelles on nous appelle. Une des premières choses, c'est qu'il n'y a pas de campagne de paiement, qu'on paye ses fournisseurs à des dates avant l'échéance. Ça arrive, et plus souvent qu'on le croit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle finalement. On reçoit la facture, on la paye. Ça, je veux dire, c'est pas forcément une bonne pratique. Donc, le pilotage de la trésorerie, un outillage et une vue de l'expert comptable ou du conseil sur ce process et de se dire j'ai des règles, je les respecte, ça a un impact
significatif sur la trésorerie, pas forcément en plus en moins, mais en tout cas sur la gestion de la trésorerie. Comment je sais qu'à l'instant T, j'ai tant et je sais que dans 30 jours, je vais avoir une campagne de paiement fournisseur où j'en ai tous les 10 jours, etc. Donc l'organisation de ce process-là permet d'avoir de la visibilité sur la trésorerie court terme et moyen terme. Ça, c'est relativement important. C'est une des premières étapes pour pouvoir être beaucoup plus fiable dans les projections de trésorerie. Peut-être en deuxième élément de valeur ajoutée ou d'objectif, ce que je disais tout à l'heure, je vais insister sur ce point, sur le risque de fraude et sur le risque d'erreur. Euh, D'abord, le risque de fraude externe, dans le sens où des systèmes de double validation de RIB qui peuvent être prise en charge par un des outils via les process, donc validation des demandes d'achat, on modifie le RIB dans quelles conditions, etc. Tout ça doit être bien cadré et a aussi de la valeur pour le client. OK, j'ai sécurisé mon process, j'étais pas fiable, je le suis maintenant. Il y a toujours un risque, effectivement. Par contre, je l'ai significativement réduit. Risque de fraude interne également. Est-ce que l'on contrôle les modifications, enfin, comment on est sur les modifications de RIB? Ça, c'est quelque chose qui a de la valeur pour le client et tout cet aspect sécurité, sécurisation du décaissement permet de créer de la valeur et pouvoir justifier, on va dire, son temps passé. Anthony, est-ce que tu veux rajouter un mot là-dessus? Ton micro, ouais. Ok, je l'avais coupé, pardon. Non, je pense pas qu'il y ait grand-chose à rajouter. On en parle depuis tout à l'heure, c'est la sécurisation des paiements pour le client. C'est vraiment un objectif principal et aussi, se dire qu'il a pu à s'en occuper. Donc, Ouais, c'est clair. une externalisation plus complète. Alors justement, on parlait de sécurisation, on va parler un petit peu de techno. Aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de choses à votre disposition dans le cadre de ce type de mission. L'objectif, c'est de proposer effectivement des missions, de sécuriser l'ensemble de la chaîne de valeur. Et pour ça, très souvent, on propose des outils. Beaucoup de cabinets travaillent effectivement sur ce type de mission, mais comme dans d'autres d'ailleurs, avec des outils. Vous avez tous entendu parler bien sûr d'un outil sur la paye qui a sécurisé l'ensemble effectivement d'une chaîne de valeur qui était la paye, qui était un sujet un peu difficile. Eh bien, pareil avec le mandat de paiement, il faut absolument que vous utilisiez des outils pour assurer et pour vous aussi vous sécuriser et aussi sécuriser vos collaborateurs. Parce que, comme l'a dit Anthony tout à l'heure en début d'intervention, le cabinet paye énormément de choses régulièrement pour vos clients, que ce soit la TVA, que ce soit effectivement d'autres choses. Donc, il n'y a entre guillemets pas forcément de raison que les paiements de factures fournisseurs, si le client a des besoins et même à les provoquer effectivement le besoin, vous ne puissiez pas le faire. Mais pour ça, et comme ce n'est pas vous, expert comptable, qui allez appuyer sur le bouton qui va faire le virement, il faut que vous proposiez effectivement à vos collaborateurs et à vos clients des outils qui sécurisent effectivement l'ensemble d'achat. Et donc, il existe différents outils. Je vais vous donner quelques fonctionnalités qui doivent être exister sur les outils que vous allez trouver et qui permettent effectivement ça. D'abord, évidemment, c'est un gain de temps. Faire un virement à la mano quand on en a plusieurs à faire par mois, et ben aujourd'hui, il y a des outils qui centralisent l'ensemble des factures, qui détectent effectivement les IBAN et qui proposent de la préparation des paiements de manière beaucoup plus fluide. Et ça, c'est très important parce que ça permet d'avoir un outil qui permet de manière collaborative d'être sûr qu'il n'y ait pas notamment de double paiement parce que ça existe. Et donc, des outils qui prennent le contrôle, qui vérifient entre la facture, l'IBAN, et qui va se connecter à des outils qui vont vérifier que c'est bien les mêmes personnes. Voilà, donc il existe ce genre de choses. En tout cas, capter les flux et éviter que ça aille sur le site, enfin sur l'adresse mail, parce que pour moi, la boîte à chaussures digitale est presque pire que celle des papiers parce qu'elle elle est encore plus vaste. Au moins, on avait une boîte à chaussures avant, elle était claire. Maintenant, ils vous l'envoient par mail, ils vous l'envoient via Dropbox, via etc. C'est vraiment compliqué. Donc, avoir un outil qui centralise, c'est effectivement très important.
Et puis, il y a un outil collaboratif, c'est-à-dire que c'est, à mon avis, fondamental que vous et votre client, avec vos collaborateurs, vous ayez un même outil qui recense l'ensemble des choses. Et là-dessus, il y a une fonctionnalité qui existe sur la majeure partie des outils, qui est le workflow de validation. Aujourd'hui, si vous avez même en interne cabinet, et bon, ça n'existe pas chez vous, bien sûr, mais des clients qui s'envoient les factures par mail, par boucle de mail pour valider la factoche, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est source d'erreur, c'est un temps monstre et généralement, effectivement, on oublie la moitié des choses. Donc, le workflow de validation, aujourd'hui, peut permettre à vous et votre client, une fois que la règle est fixée, de dire, ben voilà, Anthony, tu es mon expert comptable, je veux que tes équipes me payent toutes les factures de ce tel fournisseur. Ou alors, je veux que ces factures, toutes les factures que je reçois fournisseurs à moins de 2 000 ou de 5 000 ou de 10 000 euros, c'est toi qui les payes. Bref, tous ces workflows, ça permet effectivement de valider l'ensemble de la chaîne de valeur et de pouvoir dire, bah, c'est vous qui facturez ou c'est vous qui préparez. Et là, Corentin expliquait tout à l'heure que c'est important de mettre en place des process. Vous pouvez ajuster avec les outils techno les process que vous voulez effectivement voir et qui fait quoi. Les choses, effectivement, sont claires. Après, il y a le paiement. Et le paiement, je en parlais tout à l'heure, payer avec une connexion. Alors, parfois, vous avez même des clients qui vous envoient par SMS, je sais, parce que vos confrères me l'ont dit, ces codes d'accès aux banques pour que vous puissiez aller se connecter à votre place sur les banques. Vous ne le faites jamais, bien évidemment, mais ça arrive. Donc là, évidemment, ça permet effectivement de ne pas demander, de ne pas avoir accès au code d'accès de vos clients, mais des systèmes type Livio qui vous proposent de pouvoir payer en un clic une fois que l'IBAN est sécurisé et apaisé avec Libéo, mais avec d'autres outils, hein, ça fonctionne effectivement pareil. Ça permet d'être sûr que le paiement se fera entre les bonnes personnes. Ça permet d'être sûr qu'il n'y ait pas de double paiement parce que les outils contrôlent et vérifient les doubles paiements, en tout cas, elles alertent. Donc, il y a vraiment un système de sécurité très importante. Ce n'est pas sûr à 100% car ça n'existe pas. En revanche, ça vous enlève globalement 90% des problèmes de sécurité d'envoi d'un argent d'un compte à un autre. Et ça, c'est effectivement très important. Ensuite, il faut évidemment qu'il y ait des outils forts avec vos outils, bien sûr, de production comptable, ancienne génération, nouvelle génération, mais il faut que tout un aspect de pré-compta, que vous n'ayez pas à le faire, et là aussi, les outils sont là pour le faire. Donc, c'est très important de former vos collaborateurs et former vos clients à l'utilisation correcte des outils que vous mettez en place. C'est fondamental parce qu'effectivement, ça passe par là et ça permettra effectivement d'avoir une fluidité sur votre mission. Et enfin, la double saisie ne doit évidemment plus exister. Corentin parlait tout à l'heure de la facture électronique. Et avec la facture électronique, on vient à ce type d'outil, c'est-à-dire que vous allez paramétrer pour que l'ensemble des factures fournisseurs arrivent effectivement sur l'outil que vous mettez à disposition de votre client. Et ensuite, qu'il n'y ait pas d'import fait par vos équipes, mais que l'ensemble des éléments qui soient faits, soit par les collaborateurs en termes de paiement ou de contrôle, soit par le client en termes de paiement ou de contrôle, s'affectent dans les bons comptes avec la pièce dans vos outils de production que vous connaissez sur ce que vous avez. Donc, c'est aujourd'hui très important de mettre en place des outils pour sécuriser. Et enfin, avant de vous laisser la parole et de vous donner effectivement, si vous voulez ouvrir vos micros ou poser des questions dans le chat, un dernier élément effectivement qu'on voulait dont vous parler, c'est une fois que vous avez peut-être vendu l'émission, comment le valoriser aussi en interne. Anthony parlait de son cabinet avec de nombreux collaborateurs, de nombreux associés et que pas forcément l'ensemble des associés n'était pas forcément aussi actif que lui sur ce type de mission et qu'il fallait embarquer même au sein du cabinet des personnes pour montrer ce qu'on pouvait faire. Dans les cabinets structurés, parfois même les collaborateurs ne savent pas l'ensemble de ce qu'on peut proposer aux clients. C'est important effectivement de mettre en place et puis de communiquer dessus
aussi bien sur les réseaux sociaux, en faisant effectivement des témoignages clients. Là-dessus, Anthony et puis Corentin, est-ce que vous pouvez nous donner quelques trucs et astuces que vous mettez, que vous avez mis en place ou qui vous permet effectivement de faire la promotion parce que c'est important aussi d'expliquer ça. Ouais, je pense que, enfin, bon, la première chose qui est importante, tu en as parlé, c'est comment est-ce qu'on mobilise des personnes en interne. Enfin, je vais pas changer pour ceux qui ont écouté le webinaire qu'on a fait sur sur les directions financières externalisées. C'est qu'à un moment donné, c'est des personnes dédiées. Parce que en fait, on rentre dans le cœur du processus de l'entreprise et dans nos rôles d'experts comptables habituels, notamment nos collaborateurs, on est parfois un petit peu à l'extérieur du processus de l'entreprise parce qu'on a des obligations différentes. Donc là, on rentre vraiment comme opérationnel pour l'entreprise et donc automatiquement, ça veut dire des personnes dédiées. Donc qui dit des personnes dédiées dit quand vous avez un modèle économique à défendre, automatiquement des investissements sur ces personnes-là et il faut savoir c'est pas forcément simple. Moi, j'ai la chance de faire partie d'un groupe, mais c'est pas forcément simple de les engager. Donc, à un moment donné, il y a une chose qui est certaine, c'est que si on va pas vers là, si il n'y a pas un des associés du cabinet qui s'investit plus que les autres sur ce type de mission, il y a nécessairement des difficultés pour la mettre en place parce que, bah, en fait, oui, on est vraiment sur des postures. On n'a pas trop parlé de postures, mais on est vraiment sur des postures différentes de celles qu'on a l'habitude d'avoir avec nos clients. Tout simplement parce qu'on s'inscrit dans leur process, alors que généralement, on arrive plutôt en fin de processus pour eux. Et de ton expérience à toi sur un cabinet structuré comme le tien, euh, est-ce que vous communiquez sur ce type de mission un peu exceptionnelle ou pas du tout? Et est-ce que tu penses que ça devrait faire partie d'un axe fort en termes de stratégie? Ouais, alors on le fait pas assez, on essaye de le faire. Euh, là enfin, il y a deux choses. Alors c'est un petit peu, un petit peu paradoxal en fait. On a plus souvent tendance à le faire pour recruter que pour vraiment conquérir de nouvelles missions, de nouveaux clients, parce que on pense que le besoin client il existe vraiment. Et dès qu'on met le doigt dedans, et notamment quand on arrive dans une entreprise à vendre de l'externalisation, quelle qu'elle soit. Des fois, ça peut être de l'externalisation, de contrôle de gestion, etc. À partir du moment où on a vraiment mis le doigt dans le processus de l'entreprise, finalement, le reste suit. Je vais pas dire assez facilement, mais presque. Presque trop. Par contre, comme je disais tout à l'heure, si on peut automatiser un certain nombre de choses, il faut quand même des personnes au bout de la machine et qui surveillent ce qui se passe et donc intégrer des collaborateurs qui sont pas forcément ceux d'ailleurs qu'on a l'habitude d'avoir dans nos cabinets. Et donc nous, on s'en sert beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, pour communiquer différemment sur nos recrutements. D'accord, Fred. Donc, tu te sers de cette stratégie de diversification et un peu de boîte à outils du dirigeant plutôt pour recruter, plutôt que pour avoir des missions, parce que tu n'as pas forcément le nombre de personnes pour Ouais, délivrer. alors c'est un peu présomptueux de dire que j'ai pas forcément besoin d'aller chercher des missions. Euh, Aujourd'hui, ça va. Corentin, est-ce que tu peux nous en dire un peu là-dessus, Ouais. sur comment les différentes démarches ou le fait effectivement de peut-être prendre des clients pour faire des témoignages, parce que ça rassure aussi, et puis ça permet de donner corps un petit peu aux missions qu'on peut proposer. Alors, ce que ça m'inspire, peut-être deux sujets. Le premier, c'est comment tu arrives à vendre à tes clients en te basant sur ton expérience. Donc, sur ce point-là, euh, je pense qu'il y a un intérêt à faire un diagnostic, même s'il est court. Même si on parle que de 2 jours, donc on parle de missions quand même relativement très courtes, et on peut avoir une forte valeur ajoutée lors d'un audit ou un diagnostic de 2 jours. Et le fait de pouvoir faire un compte-rendu à son client écrit, souvent il le sait, mais de l'écrire et de pouvoir dire, OK, il y a un tiers qui a regardé et qui s'est posé les bonnes questions euh, et je vais payer 2 000 € ou qui va le faire, eh bien, OK, j'y vais. On va dire que le montant n'est pas
Je dis 2 000 euros, c'est peut-être, je pense que ouais, 2, 3 jours, 3 jours est bien. Ça, je dis 2 000 euros. Je pense qu'en 2 000 euros, on peut réussir à faire quelque chose de bien. Et avant de pouvoir le vendre, la difficulté, quand c'est la première, il faut se lancer, hein. On en revient toujours au même. Il faut se lancer, mais c'est pas grave de faire de la marge négative sur ce type de mission, sur les premières en tout cas. On passe le temps qu'il faut pour rendre de la qualité. On essaye, on itère, on se processe. Et on se rend compte que le besoin, il est chez de nombreux clients. Donc, je dirais que sur la partie client, c'est plus l'expérience qui va faire qu'on en est de plus en plus à l'aise. Effectivement, un retour client, ça se matérialise et c'est généralement bien perçu en externe. Donc, ça sous-entend que dans la lettre de mission, il est indiqué que l'on peut mettre par exemple le logo de notre client sur notre site internet. Ça, c'est quelque chose qui se fait, qui peut se faire. Ça veut dire qu'on peut demander au CEO de nous faire un retour pour qu'il nous dise en deux, trois phrases ce qu'il a pensé de la mission et que ce soit un petit peu marketé et qu'on puisse la communiquer. Donc, j'ai envie de dire, il y a deux étapes. Il y a la première étape, il faut qu'en termes de compétences, on soit, qu'on se lance et ensuite qu'on ait plus de robustesse et plus d'expérience. Et la deuxième étape, c'est une fois qu'on a fait on a une réalisation chez un client qu'on estime bonne, on peut demander un retour et effectivement le communiquer. Ce que ça m'inspire également, c'est sur comment le cabinet peut savoir, vous en interne, comment vos collaborateurs pardon, peuvent savoir que vous proposez quelqu'un dans le cabinet propose ce type de mission ou s'intéresse à ce type de mission. Une des bonnes pratiques, à notre avis, ou à mon avis, c'est le retour d'expérience qui doit être, à notre avis également, organisé en interne au cabinet. C'est qui est spécialiste ou qui a fait ce genre de mission. Et tous les mois, par exemple, quelqu'un fait son retour d'expérience dans un pôle ou dans un cercle de collaborateurs. Personnellement, chez nous, chez Winside Finance, on y croit beaucoup à ce type de pratique en interne parce que on est amené à avoir de multiples environnements et de multiples missions. Et pour le coup, si vous avez un collaborateur qui veut se mettre sur ce type de mission, à notre avis, le retour d'expérience, c'est quelque chose de très valorisant et qui va pouvoir aussi faire développer les compétences au sein de votre cabinet. Oui, oui, en complément, en effet, je souscris complètement à ce que dit Corentin. Euh, Nous, on a même eu un exemple d'un client, là, ce qu'on vient de rentrer, un client que nous, on estime assez prestigieux parce qu'il est plutôt très connu nationalement, le dirigeant et l'entreprise. Et en fait, on a négocié au départ d'avoir sur ce qu'on a un peu appelé les frais de setup, donc tous les frais de mise en place, de diagnostic, etc., de lui offrir contre, premièrement, un engagement un peu plus long qu'1 an, parce que le risque, c'est quand même de s'engager de façon forte auprès de ce client, et puis qu'au bout d'1 an, ils nous disent stop. Donc là, on est parti sur un engagement de 3 ans. Et la deuxième chose, c'est un témoignage vidéo de sa part qu'on aura le droit de diffuser sur les réseaux, sur tout ce qu'on a fait de bien chez lui. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore de témoignage vidéo, mais comme on a des réseaux qui sont communs, il commence à en parler et je vois que ben, ça, compte tenu de l'influence qu'il a, ça pèse. Sans pour autant Et, être une boîte énorme, hein, je veux et dire. quelle a été ta réaction quand tu lui as demandé ça? Est-ce qu'il a acquiescé tout de suite ou alors il a... Je vais dire que c'est lui qui m'a donné l'idée. Et parce que c'était dans la négo, hein, j'ai envie de dire. Mais la première chose, lui, il m'a donné l'idée du témoignage et moi, je lui ai donné l'idée de l'engagement sur 3 ans. Voilà. D'accord. Et finalement, compte tenu des sommes qui étaient en jeu, on s'est dit qu'il y avait tout intérêt. D'accord. On arrive au terme de ce webinaire. Dernière petite question, quand vous avez des missions comme ça, avec parfois des outils que vous mettez en place, je sais qu'il y a beaucoup de... Il y a, il y a- il y a- il y a- il y a- il y a des profils qui émergent dans les cabinets, ce qu'on appelle un welcomer ou un chargé de clientèle, qui sont des personnes effectivement qui vont, quand la mission est vendue, faire en sorte que le client ait bien en main les outils qu'on lui a proposés. Tant que le client n'est pas autonome, on ne le lâche pas et on ne le met pas dans les équipes de prod parce qu'on sait qu'il va y avoir des couacs derrière. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez déjà travaillé et comment ça s'est passé?
Ouais, alors, oui, les welcomers, on connaît. Euh, on va faire que de l'anglais, c'est-à-dire que c'est des welcomers qui font du onboarding. Clients. En gros, qui accueillent les clients et qui font en sorte que le client se sente bien. C'est évident que s'il y a un certain nombre de process, mais alors là, par contre, on dépasse la délégation de paiement très largement Sûr. et nos clients TPE sont très très attentifs à ça parce que souvent, notamment les créateurs, entre tous les petits papiers qu'il faut envoyer à tout le monde, entre les connexions aux différents espaces impôts.gouv, l'espace mon espace, enfin l'espace client du cabinet, etc. Les différents, enfin qu'ils comprennent bien comment on fonctionne, c'est hyper important. Parce que de toute façon, plus il est au courant de nos process, plus finalement on travaille efficacement pour lui, quoi, en fait. Donc, pas de sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas avant le mot de la fin. Corentin et Tony vont vous donner un petit conseil, un petit mot là, s'ils le souhaitent pour conclure un petit peu ce webinaire. Si vous voulez ouvrir les micros, si vous avez des questions ou si vous en avez sur le chat, n'hésitez pas. On espère effectivement que ce webinaire a été intéressant et qu'il a apporté de l'eau à votre moulin sur les différentes réflexions. Corentin, si tu avais un dernier petit mot sur le sujet, entre guillemets, convaincre Expert Comptable d'aller sur ce sujet devant notre paiement, qu'est-ce que ce serait? Euh, je dirais que c'est un sujet à forte valeur ajoutée alors qu'on ne le perçoit pas au premier regard. Et quand on creuse, on a de la matière à apporter du conseil. Et il y a du boulot dans quasiment toutes les sociétés sur ce sujet-là. Donc, je pense que c'est un, un vrai terrain de jeu et qui doit être pris par l'expert comptable et euh, en tout cas ceux qui le souhaitent. Anthony? Pour moi, oui, je suis entièrement d'accord avec Quentin. Ça ne concerne pas que les très grosses entreprises. Encore une fois, comme on le disait, pour tous nos TPE, on le fait tous les jours pour payer de la TVA et des charges sociales. Et qui plus est, sur ces TPE, on a aussi des clients qui nous appellent pour nous demander combien ils doivent. Donc, à un moment donné, nous, on sait qu'on a tout intérêt à ce que le client soit bien organisé, et notamment les TPE, pour pouvoir nous transmettre les infos, parce que qui n'a pas connu, en fait, on commence le bilan et en fait, on se rend compte qu'ils manquent plein de factures, il y a des comptes Mhm. fournisseurs qui sont débiteurs, parce qu'il y a des paiements, on n'a pas les factures, etc. Et donc, c'est l'enfer, quoi. Et on le paye deux fois. C'est-à-dire que non seulement le client, nous, on le paye parce qu'on prend trop de temps à faire les comptes. Et en plus, le client, il est mécontent parce qu'il les a trop tard. Et il comprend pas pourquoi, parce que lui, pour lui, il a tout donné. Donc, on a tout intérêt à avoir des solutions simples, soit pour des PME, des outils référencés qui peuvent être un peu plus complexes parce que le process de décision est un peu plus long et un peu plus complexe, soit des outils très simples, tout simplement de validation de facture avec un dirigeant et qui nous automatise derrière toute la partie comptabilité. Merci, messieurs. Bah, si vous voulez effectivement une démo de Libéo, n'hésitez pas à aller sur le site. On fait des démos très pratiques d'ailleurs avec vos clients si vous le souhaitez. Merci Anthony, merci à Corentin. C'était toujours un plaisir de co-animer avec vous ce webinaire. On espère que, bah, comme il y a zéro question, on espère que c'était limpide, très clair. Quel Euh, outil de validation de workflow utilisez-vous? On a une question. merci Vincent. Bah, je vous laisse répondre parce que moi, j'utilise Libéo, mais Nous, on en a là en ce moment, on est en train d'intégrer chez un client, c'est DocuWare, qui est plutôt pas mal. Si on donne un exemple d'outil de validation, il y en a d'autres. J'ai plus en tête le nom. On peut parler de Use également, Mais voilà, qui Use, voilà. existe sur le marché. Je sais pas, Grégoire, j'imagine que tu connais bien tes sûr. concurrents mieux que Alors, nous. Use est effectivement, en fait, il y a, je pense, dans les outils, c'est pour ça que je vous ai donné quelques caractéristiques. Il y a quelques outils sur le marché. Maintenant, il y en a très, très peu qui font le paiement. Et je pense que le paiement, c'est un sujet majeur parce que les flux de paiement, c'est l'apanage aujourd'hui des banques. Et le fait, avec la facture électronique, de que ça se développe, les flux de paiement vont devenir stratégiques. Donc, effectivement, il y a quelques outils sur le marché. Je pense que l'ordre de Bretagne a probablement un petit benchmark, mais sinon, moi, j'en ai un, je pourrais vous le fournir
il n'y a aucun problème. Ce qui est très important dans les workflows, c'est d'avoir des paramétrages forts pour que votre client, effectivement, il trouve son besoin. Voilà. Donc je pense que c'est fondamental. Et puis d'avoir un outil plutôt français, parce que c'est important aussi d'avoir une maîtrise des data et des flux qui passent par des boîtes françaises. Oui, oui, c'est vrai que c'est bien de le préciser, hein. Il y a différents types d'outils dans les workflows. Il y en a qui vont jusqu'au paiement, il y en a qui rapprochent à la compta, il y en a qui font tout. On peut citer aussi Spendesk, qui à un moment donné quand même était sur le marché et qui était leader, on va dire, de notoriété en tout cas mondiale, mais qui ne gère pas tout puisqu'il fait pas jusqu'au paiement, si je ne m'abuse. Donc use en effet, Libéo, Mm. DocuWare, c'est ça Anthony que tu Ouais, ouais, évoquais. ouais, ouais. Peut-être qu'il y en a d'autres si on doit citer des noms, bon voilà. Après C'est pas mal. l'idée c'est de se dire quel est mon besoin, est-ce qu'il est déjà en amont vraiment sur le process au départ où c'est pas bon, et est-ce que je veux aller jusqu'au paiement et effectivement prendre la solution qui propose le tout en un ou la partie jusqu'au paiement, etc. Merci beaucoup. Merci à tous. On arrive au terme de ce webinaire.